Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de Femmes, l'émission où les voix féminines s'élèvent pour raconter leur chemin, souvent sinueux, parfois silencieux, mais toujours essentiel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme de l'ombre, mais qui éclaire les autres. Elle écrit, elle construit, elle accompagne, sans chercher à se mettre au cœur et au premier plan. Elle a notamment collaboré à un film à succès avec Kev Adams, Maison de retraite. On va en parler dans quelques instants avec elle. Catherine Diamant, bonjour. Bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de Femmes. Alors d'abord, quel est votre lien intime avec le cinéma ? Alors moi je suis une grande amoureuse du cinéma romantique, mes films d'auteur aussi. Depuis toute petite, avec mes sœurs, souvent en plus on regardait des films en boucle, pas seulement une fois mais 10 fois, je ne sais pas pourquoi. Lesquels, Ce par plaisir exemple de Victor Victoria, oui. avec Julie Andrews, un bonheur intégral. Après des séries, L'amour en héritage. Toujours des films romantiques. Oui, un peu des films romantiques, mais après j'aime les films de Claude Lelouch que je peux revoir à l'infini. Ça c'est la magie du cinéma justement. D'abord des œuvres qui ne vieillissent pas, qui traversent les années. Parce que certaines fois, on voit des films qui ont vieilli, justement, on dit, et d'autres qui sont complètement universels. C'est quoi les films qui ont vieilli ? Je pense que c'est les films peut-être qui ne sont plus peut-être en adéquation tellement avec le temps, ou peut-être c'est une question d'image. Mais moi, j'aime les films américains où on s'embrasse encore sans se toucher. Ça me fait rire. Après, tous les cinémas, voilà, Autant en emporte le vent. Ah ben voilà, Autant en emporte le vent, j'ai adoré. On est toutes un peu des héroïnes comme ça qui tentent de décrocher le monde. Enfin, voilà. Ouais. Vous vous souvenez du premier scénario que vous avez écrit ? Alors moi, oui, j'avais 12-13 ans et j'avais fait une adaptation de La Belle au bois dormant. Ah voilà. Oui. Et après, j'ai beaucoup écrit. J'écrivais des lettres à ma gardienne d'immeuble. Ma mère me disait que je la faisais pleurer. Peut-être que j'avais déjà dans l'écriture une petite plume. Voilà. Ensuite, je suis rentrée au cours Florent. Oui. J'avais pas du tout la confiance pour devenir comédienne. Mais en tout cas, il y avait un cours qui s'appelait Correspondance qui me plaisait beaucoup. Il y avait un tableau, et à partir de ce tableau, il y avait des personnages, il fallait inventer des histoires. Et là, j'ai découvert que je savais bien justement mettre en scène tout ça. Ensuite, j'ai écrit un premier roman qui avait été publié chez Anne Carrière. Puis j'ai fait un projet de série pour TF1, un appel d'offres. Et puis voilà, est arrivée l'aventure d'Adopte un veuf en 2015, Oui. qui a été une belle aventure, parce que moi, je ne savais pas à l'époque que sur 300 films qui sortent par an, il n'y en a que 10 qui passent la barre du million. Donc c'est un petit miracle, 1 million d'entrées. Et c'est ce qui s'est passé déjà avec Adopte un veuf. Ouais. Alors vous avez quand même un travail assez invisible. Hein. Oui. Est-ce que c'est confortable ça ? Disons que, alors tout le monde dit, c'est Lino Ventura qui disait, un bon film c'est 3 choses. C'est avant tout une bonne histoire et une bonne histoire. C'est vrai que l'histoire est très importante, la manière dont elle est construite. Parfois, les imperfections peuvent devenir parfaites aussi. Moi, je sais que Maison de retraite, par exemple, ça a été une aventure où on a écrit très très vite. Kev faisait le tour des Zéniths de France. Il avait ce sujet de 3 pages que j'ai transformé très vite. Et on a eu un challenge incroyable. Et vraiment, ça a été écrit dans le bordel, mais parfois de cette espèce d'urgence jaillit des choses peut-être imparfaites, mais en tout cas très sincères. C'était quoi votre rôle exactement dans Maison de retraite ? Alors, Maison de retraite, en fait, moi je suis scénariste, auteur-scénariste, et j'espère bientôt réalisatrice, comme quoi il n'est jamais trop tard hein, dans les destins de femmes. Le scénariste, en fait, si on se rencontrait et qu'on se parlait, on se racontait une histoire sur un banc, l'histoire ne serait qu'une histoire. Elle ne va devenir un film que si je rentre et que je l'écris. Et en fait, un scénario, on écrit une histoire en 1h30, c'est environ 150 séquences. Donc il faut définir de la première scène extérieure, intérieur jour, où est-ce que je la situe dans un bar. En fait, il faut raconter une histoire, la servir tout au long, avec une dramaturgie qui est exposition, nœud, rebondissement, dénouement, parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc au cinéma, si j'écris une histoire où elle est heureuse, tout se passe bien, rencontre quelqu'un, il s'aime, on va s'ennuyer, il va y avoir un ventre mou. Donc l'idée, c'est qu'il y ait toujours ce qu'on appelle des protagonistes et des antagonistes. Oui. Va-t-il réussir ? C'est comme Kev Adams dans Maison de retraite. Quand lui déteste les personnes âgées, il ne les connaît pas, quand il hérite de travaux d'intérêt général, il se retrouve dans une maison de retraite, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver.
Donc déjà, c'est le voyage du héros. Ça veut dire on met quelqu'un d'ordinaire dans un monde extraordinaire. Ah oui, là, vous c'est êtes les en règles train de de nous Baudelaire. raconter justement les règles pour écrire Oui, un scénario, mais vous avez des exemples, je ne sais pas, ce qui s'est passé sur le tournage d'Incroyable qui vous a marqué des fous rires. Ah oui, alors moi, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que d'abord, on faisait partie de 60 tournages interrompus par le Covid. Donc, maison de retraite, ça a été très compliqué. On est dans une maison de retraite avec des personnes âgées. Rien ne pouvait nous laisser imaginer que 3 semaines après le début du tournage, le tournage s'arrêterait avec ce qu'on appelle les vieux dinosaures du cinéma français, Marc Villalonga, Daniel Prévost. Et tout d'un coup, je me retrouve sur ce tournage où Francis Weber, qui est pour moi le dieu, le maître incontesté de la comédie, vient rendre visite à Kev Adams. Et moi, j'ai adoré La Chèvre, que j'ai vue 27 fois. Et comme Gérard Depardieu était sur notre tournage, tout d'un coup, je suis là. À ma droite, j'ai Francis Weber. Et à ma gauche, j'ai Depardieu. Donc, c'était hallucinant pour moi. Et je leur pose des questions et je bois du petit lait, sans savoir que 48 heures après, le tournage va s'interrompre. Sauf que ce qui se passe, c'est absolument magique. Ça dépasse tout entendement. Le film, malgré le Covid, fait un succès fou. Ben voilà. Alors, il est diffusé dans les avions, tout le monde le voit. Ouais, personne ne croyait au film. Ouais. Ils ont dit les personnes âgées vont voir Kev Adams, ils n'auront pas envie d'y aller. Et les jeunes vont voir les personnes âgées, ils n'auront pas envie d'y aller. Mais je pense qu'on y avait mis une ferveur, une sincérité. Et puis après, ça ne s'explique pas. Le film fait 2 millions d'entrées en plein pass vaccinal. Aucun film ne marche depuis 6 mois. Et chez UGC, ils sont, je me rappelle, Henri Hens, le patron, il a les larmes aux yeux parce qu'il dit « je renoue avec les chiffres d'avant le Covid et c'est le meilleur démarrage depuis qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. » Il y a eu après Maison de retraite 2, c'était pas pendant le Covid, mais il n'a pas eu autant de succès. Non, il n'a pas eu autant de succès, c'est normal, j'ai moins participé. Mais bon, j'avais fait Adopte un veuf. Celle-là, je vous l'ai servi tranquille. Non, mais il est très drôle le film Oui. et très sympa. Après, le film coûte plus d'argent, mais c'est vrai que moi j'avais fait Maison de retraite, Adopte un veuf, je me suis dit le prochain, c'est... Ouais. Il y a un film qui est, où il y a eu beaucoup moins de succès que Maison de retraite, mais dont vous êtes particulièrement fier. Moi, je n'ai pas une grande carrière encore au cinéma. Donc, j'ai envie de dire que le meilleur reste à venir, puisque là, j'ai 2 gros projets qui arrivent. Mais pour l'instant, en tant que scénariste, parce que j'avais fait une série qui s'appelait Tu veux ou tu veux pas pour TF1, qui a été un petit peu gâchée par plein de choses. Mais les 2 films que j'ai faits pour l'instant, par bonheur, ont passé la barre du million. Adopte un veuf qui a fait 1 million d'entrées, Maison de retraite en plein pass vaccinal, 2 millions d'entrées. Donc j'espère que le prochain, La recette du bonheur, et un autre que je prépare aussi, je vous le suivront, souhaite, Catherine. En tous les cas, ce chemin. Vous le méritez. Merci. Vous êtes dans un univers qui est dominé par les hommes. Comment ça se passe quand on est une femme? Alors vous savez que depuis la création du Festival de Cannes, on s'est rendu compte que sur peut-être 1200 hommes qui avaient monté les marches du Festival de Cannes, il n'y en avait eu que 60 femmes. C'est dingue. C'est beaucoup quand même. Hein. Donc, voilà, 1200 hommes, 60 femmes. C'est quand même... Vous trouvez que c'est beaucoup? Moi, je trouve que franchement, oui, il y a encore tellement de chemin à parcourir. 60 femmes. Voilà. C'est hallucinant, c'est rien. Ouais, voilà. Donc, tout d'un coup, il fut un temps où, effectivement, alors, les femmes qui écrivent de la comédie, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait cette femme extraordinaire, Danielle Thompson, qui a écrit des comédies extraordinaires, Isabelle Mergo. Il y a quelques femmes, mais c'est vrai que quand on voit des line-up, surtout chez Pathé, il y a beaucoup plus d'hommes qui réalisent et beaucoup plus d'hommes qui écrivent. Mais bon, il y a Lisa Azuelos aussi qui a un talent fou. Mais c'est vrai, alors certains en rigolant disent c'est parce que les hommes ont plus de talent que nenni. Peut-être qu'inconsciemment, ils ont pensé que c'était mieux de... C'est dur d'entendre quelque chose pareil. Voilà. Quand même. Alors, soi-disant en rigolant, je ne pense pas, parce que oui. nous, les femmes, nous avons une sensibilité, nous avons le sens de l'humour, et peut-être qu'il y avait quelque chose d'inconscient à se dire qu'on va plus financer un film d'hommes qu'un film de femmes. Et vous trouvez qu'il y a de la sororité dans le monde du cinéma? Ce fameux terme dont tout le monde parle. Ce qui est compliqué, alors la sororité, justement, moi, c'est quelque chose de très important dont j'ai envie de parler. Dans ma vie, que ce soit ma vie professionnelle avec d'autres métiers, les personnes qui ont été les plus difficiles avec moi à chaque fois, c'était des femmes qui ne faisaient pas de cadeaux, qui n'étaient pas très sympas, pas très agressives, qui, on ne va pas dire savonner la planche, mais en tout cas qui n'ont pas spécialement aidé. Voilà. Wow. Oui, c'est la vérité. C'est dur ce que vous dites. Ben, je peux pas mentir. Alors, peut-être pourquoi? Par jalousie? Je me rappelle aussi, j'ai travaillé pour un festival où le festival était dirigé par une femme, pas gentille, agressive. Mais vous n'avez pas de bonne expérience avec les femmes en général? Moi, je trouve qu'il y a aussi des gens qui sont des gens bien, des gens sincères et bienveillants qui vont vous aider. Et puis, il y a aussi des gens, comme si parfois...
les femmes entre elles pouvaient être un petit peu pestes ou difficiles. Je vous donne juste un exemple, parce que ça c'est un sujet moi, qui me tient à cœur pour d'autres choses. Il y avait une journaliste qui avait fait une émission la dernière fois de radio, et c'est un autre débat hein, quand même. Elle a fait une émission de radio, elle n'était pas maquillée, elle s'est fait lyncher par les commentaires de femmes. Pourtant, il y a de plus en plus de femmes qui passent aujourd'hui. Et elle a dit que c'était un peloton d'exécution. Donc les femmes veulent qui ne sont pas maquillées. Enfin, je veux dire, ça avance quand même. Oui, mais les femmes, quand même, elles sont difficiles parce qu'elles veulent que la société les accepte comme elles sont. Oui. Mais elles n'acceptent pas les autres femmes comme elles sont. Mais il n'y a aucune femme qui vous a aidé, qui vous a ouvert une porte Si, il y a des femmes... Non, il y a des femmes qui sont formidables. Il y en a des abominables, mais il y en a qui sont formidables. Il y a des femmes qui sont formidables. Moi, j'ai des amis extraordinaires aujourd'hui. On s'aide, on s'apporte, on s'échange. Moi, j'adore accompagner. Enfin, à partir du moment où on peut rendre un service et faire quelque chose, même parfois, ça peut être au détriment. Je rencontrais une productrice, je la trouvais formidable. Je voulais la présenter à une amie. Oui, il y a bien sûr des femmes qui ont été formidables et des hommes qui ont été épouvantables. On ne va même pas parler du mouvement MeToo dans ce métier du cinéma qui était vital et nécessaire. Mais vous, aujourd'hui, par exemple, vous aideriez une femme dans le cinéma? Vous aideriez, vous, une bien femme sûr, dans le cinéma? Bien sûr, je le fais tout le temps. Ouais. Vous le faites tout le temps? Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore de pouvoir tellement, mais si c'est présenter à un agent, la conseiller, oui, bien sûr qu'on le fait. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que les choses ne s'arrêtent pas. Mais on ne découvre pas que parfois les femmes peuvent être difficiles entre elles, non? Oui, oui. Mais je trouve que ça change un petit peu quand même. Je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, on sent quand même que les femmes ont compris qu'en y allant ensemble, ça pourrait aller plus vite. Moi, je trouve. Et que cette solidarité est utile. Alors évidemment, oui, après on peut tomber sur des cas particuliers, mais j'ai envie de penser que... Oui, non, mais moi je sais qu'il y a des choses... Alors je parlais dans le passé, aujourd'hui, les choses sont différentes et moi je m'accorde très bien avec plein de femmes, même dans mon métier, autour de moi, mais c'est un sujet plus délicat. Moi je trouve que sur les réseaux sociaux, et si on veut parler du tribunal invisible, je trouve que ça n'avance pas. Oui, voilà. C'est votre ressenti. Quand c'est Géraldine Maillet qui a dit que je me suis retrouvée face à un peloton d'exécution, c'est une réalité. Oui. Bon, enfin, on est aussi là pour dire laissez-la tranquille, elle a le droit d'apparaître. Oui, mais c'est instinct. Alors on parle des haters invisibles. Hein. Quand la fille de Benjamin Biolay, qui a 14 ans, monte les marches du Festival de Cannes, si vous voyez les commentaires, ça a été d'une telle violence que même la sœur de Benjamin Biolay, je ne sais pas, a dû intervenir. A dû intervenir. Alors vous, quand vous voulez faire passer un projet, alors vous y allez comment? Vous êtes du genre frontal ou bien vous faites Alors une au début, quand c'était difficile, on essaye de contacter des producteurs. Alors maintenant, c'est différent. Quand vous avez fait 2 films et qui ont bien marché, c'est les producteurs qui viennent vous voir. Vous savez qu'il y a une pénurie de scénaristes. Hein. Donc il y a une pénurie de scénaristes, donc il est plus... Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs. Moi, il y a des producteurs incroyables avec qui j'ai envie de travailler. Je travaille déjà avec des producteurs que j'adore, que je respecte, que j'apprécie. Donc, j'ai eu le bonheur, justement, qu'on vienne me voir en me disant « Est-ce que vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous voudriez développer ?» Et donc, c'est ce qui s'est passé là, dans les 2-3 années à venir. Il va y avoir, j'espère, de beaux projets. Je vous le souhaite. Alors, vous avez... en tant que femme, on le sait, c'est très difficile d'allier vie professionnelle et puis vie privée, vie de famille. Comment vous faites, vous? Non, moi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, parce que j'ai une vie personnelle un peu compliquée. Et surtout, il faut savoir que le métier de scénariste, on n'a pas d'heure. Alors, c'est à la fois difficile, parce qu'il faut être son propre patron, mais moi, je m'attelle le matin à des heures de travaux réguliers. Votre journée type, par exemple, qu'est-ce que c'est? Moi, le matin, ça coule beaucoup plus. Donc, 8h, 13h, j'écris, je fais une longue pause, et après, je reprends. Et en ce moment, comme c'est une période assez dense, et que j'ai signé aussi un projet de roman, un projet de série qui n'a pas pu voir le jour parce que c'était compliqué, qui devient un roman. Alors là, j'écris aussi un peu le soir, c'est assez intensif. Bon, dites-moi, Catherine, on va parler entre femmes. Ouais. Est-ce que pour vous, l'amour, c'est important? Oui, l'amour, c'est très important. Ça a une place importante dans votre vie? Bien sûr. L'amour, le désir, le partage, l'union, l'affection, d'être deux aussi pour faire des choses, d'être touché. Et surtout, alors ça c'est encore un autre sujet, en vieillissant on a une autre approche aussi, parce qu'il y a à la fois quelque chose qui nous fragilise dans le fait de vieillir, et à la fois une intensité forte de se dire je savoure chaque moment, donc je vais là où je n'ai peut-être jamais osé aller. Donc, alors finalement, par exemple, aujourd'hui, comment vous vivez votre vie amoureuse? Moi quand je vois quelqu'un dans la rue, non, je rigole. Comment je vis ma vie amoureuse? Moi je fais partie des femmes Vous avez déjà vécu le grand amour? Oui, je l'ai déjà vécu, vraiment 2-3 fois.
et j'espère que ça va revenir. Là, c'est une période de ma vie qui est un peu plus en sourdine, où le travail est plus important. Mais voilà, on est toujours dans l'espoir. Ce qui nous sépare d'une rencontre, c'est juste une rencontre, un petit moment comme ça. Et le fait que vous soyez comme ça une éternelle amoureuse, est-ce que ça a influencé votre manière d'écrire? Moi, oui, je crois. Moi, je suis une rêveuse, une amoureuse. Et parfois, d'ailleurs, j'écris aussi en dormant, c'est-à-dire je n'ai pas la scène. Alors, parfois, je vais dormir parce qu'il faut aller dormir. Mais parfois, ça m'arrive, dans la journée, je me mets sur le canapé, je ferme les yeux et j'imagine les scènes. Donc, et puis, oui, alors après, c'est aussi... J'avais écrit un premier roman qui s'appelait Trêve de rêve, où c'était l'histoire d'une femme qui avait imaginé toute une histoire avec un homme et qui finalement va le rencontrer. Et le décalage entre ce qu'elle a rêvé et ce qui va se passer sera terrible. Et c'est aussi le risque d'être déçue dans la vie. Oui, donc je suis souvent pas déçue, mais je suis trop exaltée parfois. Mais bon, écoutez, mais c'est bon cette exaltation. Et moi j'avais une question à vous poser. À moi, alors oui. allez-y, on inverse les rôles. On est dans Destin de femme. Oui. Si on parle de destin, est-ce que le destin pour vous, c'est un fil invisible qui est déjà tout tracé, ou bien est-ce que c'est la somme de nos choix? Moi, je pense que c'est la somme de nos choix. Je pense qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est parce qu'on a fait certains choix. C'est pas difficile de faire des choix, il faut juste les assumer. Et c'est vrai qu'on est maître de son destin. Donc tout est toujours possible. Tout est toujours possible. À n'importe quel moment. Mais évidemment, c'est un message d'espoir. Bien sûr. Ce serait tellement triste autrement. Ouais. Non, mais c'est important parce que c'est un mot qui est à la fois tellement important, dont finalement certains disent, mais de toute façon, c'était son destin. Comme si c'était tout tracé, et c'est vrai que c'est... Comme si c'était une fatalité. Donc ça veut dire qu'on n'aurait peut-être plus rien à faire. C'est ça. Voilà. C'est ça, mais vous qui côtoyez ce monde du cinéma, là, moi j'aime, parce que c'est quand même un monde qui fait rêver, vous en avez eu des histoires d'amour dans le monde du cinéma? Vous nous dites tout? Chère Valérie, non. Non, mais il m'est arrivé un truc très drôle une fois, c'est que je suis sur le tournage d'une amie, dont j'étais, bon voilà, et il y a un comédien qui n'a pas le premier rôle du tout, mais qui a un rôle un rôle sympa. Et il a les cheveux courts, il porte un costard cravate, il est élégant, on se plaît bien, on s'échange les coordonnées. Et entre-temps, vous nous le dites, non, je ne me rappelle même pas de son prénom. Mais c'est même pas l'histoire du prénom, c'est pas son nom qui est important. C'est que moi, je tombe un peu sous le charme du personnage du film. Ouais. Pourquoi? C'est qu'il part tourner et on ne se revoit que 2 mois plus tard. C'est ça, et 2 mois plus tard, quand on a rendez-vous dans un café, je vois Bozo le clown arriver. Ça veut dire qu'il avait une veste verte, un pantalon rouge, il avait les cheveux... En fait, j'étais tombée amoureuse du personnage qu'il avait joué dans ce film, lui, en fait. mais il n'avait plus aucun rapport dans la vraie vie. Donc il faut faire très attention à ça. Non, mais c'est vrai. Mais dans le monde du cinéma, parce que parfois on se dit, c'est des comédiens, c'est un monde de faux semblants, c'est un monde finalement complètement faux, vous venez de dire. Il tombe très... Comment on peut tomber amoureux justement d'un voyez, comédien tous les parce couples... qu'on sait que c'est les meilleurs comédiens du monde, ils peuvent nous dire ce qu'on a envie d'entendre, jouer leur meilleur rôle, leur meilleure scène. C'est compliqué quand même. Mais tous les comédiens américains notamment sont tous tombés amoureux les uns des autres sur des tournages. Tous les tournages, toutes les histoires d'amour, Blake Lively et son mari, toutes les grandes histoires d'amour pratiquement se sont faits sur des tournages. Parce qu'il y a quand même une proximité, il y a quand même quelque chose de très intime. Réels, en plus, ils sont beaux et sont belles. Oui, c'est des couples qui perdurent. Hein. Parlons d'Elizabeth Taylor. Non, mais... Parce que des bons comédiens, c'est des super dragueurs. En vrai, ils apprennent leur texte et puis ils vous le balancent. C'est divinement bien. Oui, alors après, vous pouvez feindre... Brad Pitt est soi-disant tombé amoureux d'Angelina Jolie sur le tournage alors qu'il était en couple avec... Parfois, il y a quelque chose qui fait que c'est l'amour, c'est l'instinct, on ne peut rien faire contre ça. Ouais. Je pense que c'est un lieu qui s'y prête. Et est-ce qu'il y a un homme qui vous a profondément bouleversé, qui vous a changé? Dans les personnes que j'ai rencontrées, oui. Oui, il y a un homme, malheureusement il n'est plus là, mais c'était un grand producteur. C'était d'abord les distributions à MLF et c'était un producteur de chez Pathé qui s'appelait Richard Peset. Voilà, c'est lui qui nous a permis de faire notre premier film. C'était vraiment un homme, alors parfois il pouvait nous engueuler comme des gamins, comme du poisson pourri, mais il était extraordinaire. C'est aussi beaucoup grâce à lui qu'Admirad avait fait Les Ch'tis, il me semble. Sinon, dans les comédiens, moi j'ai rencontré plein de gens que j'ai adoré, changé. Chaque chose, chaque expérience vous nourrit. Moi, j'ai adoré Kev Adams. C'est, on va dire, un petit jeune qui lâche rien, qui travaille, qui va de l'avant. Il a cette énergie, on a beaucoup ri. Et puis surtout, on s'est bien complété. Je pense que Maison de retraite aussi, c'était une histoire qu'il avait, lui, de 3 pages que j'ai après transformée. Mais ça, par exemple, c'est bien qu'on l'écrit Kev Adams, là, on parle de l'amitié, finalement. Alors,
On a parlé d'amour dans le monde du cinéma, là on parle de l'amitié. C'est possible l'amitié dans ce monde-là? Oui. Oui, bien sûr. Vous avez des bons amis, justement? Oui, moi j'ai des bons amis dans ce métier. Des femmes, des hommes? Des femmes, des comédiennes. J'aime beaucoup Christiana Reali, qui est une formidable comédienne. Oui, il y a plein de gens qui sont, avec qui on crée des liens. Sur Maison de retraite, j'avais adoré partager du temps avec Jean-Luc Bidot, qui a été un grand comédien. Quelle scène vous avez préférée? J'aime tout dans ce film. J'aime... Mylène de Mongeau adorait ce film, voilà. Et d'ailleurs, elle est tombée très très malade pendant le Covid et on pensait, enfin, ça a été très émouvant quand le cinéma a réouvert, qu'on a vu tous nos comédiens revenir, c'était très émouvant. Et elle a une scène avec Kev Adams où ils échangent à un moment donné sur elle, le fait qu'elle n'ait jamais eu d'enfant et lui qui n'ait pas eu de grands-parents. Et cette scène, elle est très émouvante. Qu'est-ce qui donne du sens aujourd'hui, Catherine Diamant, à votre travail? À moi, c'est écrire des histoires, les voir se réaliser. Nous, c'est un travail très compliqué, les scénaristes, parce que, si vous voulez, un scénariste, d'ailleurs, pour entrer dans les détails, il est payé 50% à l'écriture et 50% à la mise en prod. Donc, parfois, il peut se passer 1 an ou 1 an et demi avec le casting et tous les impondérables avant que le film se fasse. Donc, nous, quoi qu'il arrive, on a fait notre travail de la même manière. Et on n'est jamais assuré. Là, par exemple, il y a 2 films, je les ai écrits, ils existent, mais ils ont pris du temps à se faire. Et ce qui est très frustrant pour nous, c'est que tant que ça n'existe pas, ça n'existe pas, alors que nous, on l'a écrit comme s'il est réel, mais il n'existe pas tant qu'il ne se voit pas. Je ne sais pas si vous voyez. Je comprends, mais aujourd'hui, au stade où vous en êtes, quel regard vous portez sur votre parcours? Moi, je trouve que... Vous avez des regrets? Non, je n'ai pas de regrets. J'aurais pu commencer plus vite, j'aurais pu me faire plus confiance. J'ai toujours trop douté. Maintenant, le temps est passé, il ne reviendra pas. Moi, je trouve qu'au contraire, je suis un espoir pour se dire, comme si tout va bien, je vais réaliser mon premier long métrage à mon âge. Ça veut dire vous êtes jeune, Catherine Diamant. Je suis jeune par la carrière, mais pas par l'âge. Mais si, mais ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard, et ça, j'adore cette idée. Il n'est jamais trop tard pour commencer une carrière. Il n'est jamais trop tard pour se faire confiance. Et là aussi, ça dépend des personnes qu'on rencontre. Parce que j'avais eu un agent avant, quand je lui avais dit que je voulais réaliser, il m'avait regardé en me disant « Mais est-ce que tu crois qu'on t'attend ?» Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me donne une énergie supplémentaire pour me dire « Tu verras ». Puis après, j'ai eu un agent merveilleux qui ensoleille ma vie, Ludovic Bottalo, et qui est toujours là pour m'accompagner dans tout. Et voilà, moi, j'y crois, là, le film que je veux écrire, c'est un sujet que j'ai depuis 20 ans. Je suis heureuse de le porter. Surtout, parfois, on est dans un environnement un peu compliqué. Donc, le cinéma, c'est ma passion, c'est ce qui me tient en vie, c'est ce qui me donne envie. Je rêve encore. Je pense que tant qu'on a des rêves... Eh bien voilà, Catherine, surtout ne lâchez pas. On est ravis de vous avoir reçu aujourd'hui. C'était vraiment un bonheur de vous entendre, d'entendre votre sincérité, votre finesse, votre manière d'exister sans jamais vous imposer. Eh bien, vous êtes la preuve qu'on peut faire beaucoup de choses sans bruit. Et puis que finalement, mettre les gens en lumière, c'est finalement la plus belle chose au monde. Merci à vous, Catherine. Merci, Valérie. Et chers téléspectateurs, à très vite pour de nouvelles aventures dans Destin de Femmes. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.